Parfait. C'est bon? Oui, Allez, allez. je me lance. Voilà, donc on va parler de tournée de véhicules, bien entendu, c'est pour ça qu'on est là. Mais surtout, on va parler de tournée de véhicules à la demande, online, donc sous incertitude. Donc supposez que vous ayez un nombre fixé de médecins de garde qui font des interventions à domicile, à la demande, et qui sont assignés à des véhicules. On a un ensemble de localisations possibles où les requêtes peuvent apparaître afin de garantir une certaine qualité de service, pardon. Une requête qui vient d'apparaître doit être servie, disons, dans les 20 minutes, sans quoi on doit faire appel à un service externe pour s'en charger. Alors évidemment, ça coûte très cher, et donc le problème est de déterminer comment gérer notre flotte de véhicules tout en minimisant l'espérance du nombre de fois où on va devoir faire appel au service externe. Alors ça, c'est un vrai cas, un cas réel qui m'a été expliqué, en fait, présenté par la garde des médecins de nuit de Bruxelles. Alors en pratique, il y a différentes approches évidemment pour résoudre ce problème. Elles sont en fait étroitement liées aux hypothèses que l'on peut ou ne peut pas faire sur le contexte opérationnel. Par exemple, si on suppose que tous les véhicules sont équipés de GPS et d'un système élaboré de tracking, de communication aussi avec le système de prise de décision, et donc que chaque véhicule peut être rerouté à la demande, ça veut dire qu'en fait on peut faire de la réoptimisation online. Et dans ce cas, eh ben, on va se référer à ce qu'on appelle un VRP dynamique et stochastique, en bas à droite. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible. Il y a pas mal de cas, on peut en discuter plus tard, même lorsque la technologie de communication est disponible d'ailleurs, hein. Donc il y a des cas où ce n'est pas possible. Et dans ces cas-là, en fait, les routes doivent être adaptées selon un schéma prédéfini, ce que l'on appelle une recours stratégie. Et dans ce cas, on se place dans le cadre d'un VRP statique et stochastique. Alors moi, j'ai principalement et en fait un peu exclusivement travaillé durant ma thèse sur ces deux problèmes. Alors voilà, donc je résume un peu ici. Donc le fait est qu'il existe de nombreuses formulations en fait pour le problème dynamique et stochastique. Ça fait longtemps. Mais on a été les premiers à proposer une formulation pour le problème statique et stochastique dans lequel on respecte ce qu'on appelle les contraintes de non-anticipation. Donc pour faire simple, il s'agit de prendre en compte le fait que les requêtes qui arrivent online sont par définition pas connues à l'avance. On a proposé plusieurs algos qui soient exacts, optimaux ou heuristiques. Alors, les versions heuristiques se basent sur la méthode de Monte Carlo Sampling, ce qui a l'avantage d'être simple, pratique et adapté, mais ne fournit pas forcément de garantie. Les versions exactes, elles se basent sur l'équation probabiliste. Bon, alors, elles sont compliquées, parfois un peu imbuvables et difficilement adaptables, mais elles ont l'avantage de venir avec des garanties théoriques. Alors enfin, on a contribué au benchmark du domaine en proposant 3 nouveaux benchmarks basés sur des données réelles, ainsi qu'un cadre standard pour la représentation de ces instances. Et alors moi, j'ai d'abord travaillé dans le cadre de l'optimisation des décisions qui sont prises a priori, c'est-à-dire du VRP statique et stochastique. Dans ce problème, l'horizon ainsi que la géographie sont discrétisés. Donc on a les Customer Regions, qui sont les petites croix, où des requêtes peuvent apparaître. Et on connaît la probabilité qu'une requête apparaisse pour à un certain endroit et à un certain moment de l'horizon. Donc on a aussi les Waiting Locations, qui sont les petits cercles, où les véhicules peuvent être redéployés afin d'y attendre les requêtes potentielles avoisinantes. Ici, par exemple, c'est un exemple issu des données récoltées dans le cadre de notre collaboration avec la ville de Bruxelles. On y reviendra, mais on voit clairement que la distribution des requêtes diffère en fonction de la période. Finalement, nos variables de décision, elles déterminent la gestion de notre flotte de véhicules à proprement dit. C'est-à-dire qu'elles décident des tournées préventives, a priori, de chaque véhicule. Une tournée ici, c'est évidemment une séquence de waiting locations qui vont être alliées par le véhicule. Et à chaque waiting location, la quantité de temps où le véhicule va se rendre disponible pour des requêtes. Et donc, l'objectif, c'est de minimiser l'espérance du nombre de requêtes que l'on ne va pas pouvoir satisfaire nous-mêmes. Cette espérance, on peut la définir comme une masse pondérée de scénarios dans lesquels un certain nombre de requêtes vont être rejetées. Et donc, ce qui nous manque, c'est, donc je vous ai parlé de la recours stratégie en tout début, c'est évidemment ce qui nous manque ici pour déterminer dans chaque scénario comment chaque véhicule va adapter sa route afin de servir les requêtes qui apparaissent dynamiquement, ou encore tout simplement déterminer combien de requêtes vont être rejetées dans un scénario. Donc voici la recours stratégique qu'on a proposée. Alors, suivant les tournées de véhicules d'une solution en question, les requêtes potentielles sont assignées aux waiting locations visitées. Alors,
un véhicule à une waiting location donnée va donc être responsable d'un ensemble de requêtes potentielles. Et on va dire que si plusieurs requêtes apparaissent pour le même véhicule à la même waiting location, eh bien, elles sont traitées tout simplement dans leur ordre d'apparition. Enfin, les véhicules modifient leur route, leur tournée. En fait, ils s'occupent de chaque requête qui apparaît dynamiquement en faisant simplement un aller-retour depuis la waiting location où ils se trouvent. Alors, grâce aux hypothèses de cette recours stratégie, on a montré qu'il était possible de calculer de manière exacte notre espérance de coût, donc du nombre de requêtes rejetées en temps pseudo-polynomial. Et ce, même si on a un nombre exponentiel extrêmement grand en fait, de scénarios possibles. Soit dit en passant, vous remarquerez qu'un autre avantage de cette recours stratégie, c'est que les véhicules agissent de façon tout à fait indépendante les uns des autres. Ils n'ont pas besoin ni de système de synchronisation ou de tracking, ce qui simplifie la mise en œuvre. Alors après, on s'est rendu compte qu'il y a probablement moyen de partir sur une stratégie un peu plus intelligente. Donc par exemple, si on ne se contente plus de faire de simples allers-retours pour servir chaque requête, on va gagner du temps. Et donc potentiellement, on va pouvoir satisfaire plusieurs requêtes. Et dans ce cas-là, évidemment, eh bien, le calcul de l'espérance va coûter un peu plus cher, par contre, hein. Donc, en fait, en général, plus la recours-stratégie va être intelligente, plus le calcul de l'espérance de son coût va être cher. Alors, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on a généré ici un problème, un tout petit problème, un peu aléatoirement, mais pas tout à fait. Donc, vous voyez, on a toujours les waiting locations, qui sont les petits cercles rouges, et les customer regions, qui sont les petites étoiles, où peuvent apparaître des requêtes. Donc, en somme, ici, les probabilités sont assignées aux customer regions, de façon à ce que les requêtes qui apparaissent, en fait, se répartissent géographiquement et dans le temps, en suivant les cadrans, comme ceci. Donc, on s'attend à ce que des requêtes en début de journée apparaissent plutôt dans le premier cadran, en milieu de journée d'abord dans le deuxième, puis le troisième cadran, et en fin de journée dans le dernier cadran en bas à droite. Alors c'est un tout petit problème, très simple, mais du coup il nous permet déjà de tester le modèle integer programming qui est proposé dans la thèse que vous voyez ici. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, en fait il s'agit d'un algorithme de broad-chain cut dans lequel on va avoir des cuts qui interviennent à plusieurs niveaux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce modèle il fonctionne et on va voir tout de suite des solutions optimales calculées sur base de ce modèle. Donc, il fournit bien une description mathématique correcte de notre problème. Par contre, en l'état, il n'est pas efficace du tout et il ne passe pas à l'échelle. Donc, ça, c'est évidemment discuté plus en détail dans la thèse. On explique les raisons et puis surtout, on parle de pistes d'amélioration. Et donc, voilà à quoi ressemblent des solutions optimales pour notre problème pour 1, 2, 3 et 4 véhicules. Alors, vous voyez que avec un véhicule, on a tendance quand même à suivre un peu les cadrans, si ce n'est que le troisième cadran en bas à gauche est un peu skippé. Donc, c'est-à-dire qu'on abandonne les requêtes qui peuvent potentiellement apparaître en bas à gauche, tout simplement parce que le véhicule n'a pas le temps d'être partout à la fois. Il faut aussi le temps qu'il voyage, etc. Quand on passe à deux véhicules, et ben là, on se rend compte que donc les deux véhicules partent en même temps du dépôt qui se trouve au milieu. Ils se rendent tous les deux à des endroits différents du premier cadran. Et ensuite, pendant que le premier véhicule va s'occuper du deuxième cadran, le deuxième véhicule, lui, va aller s'occuper du troisième cadran, en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Alors enfin, en fin de journée, on voit que les véhicules se retrouvent dans le quatrième cadran pour s'occuper des requêtes là. Donc voilà, bon après avec 3-4 véhicules, ça devient un peu confus, évidemment. Alors, comme notre modèle integer programming ne passe pas à l'échelle, on a proposé des méthodes heuristiques basées sur la recherche locale. Le problème étant que, premièrement, l'espace de recherche est très grand, et ensuite, la fonction objectif prend beaucoup de temps à calculer. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une approximation grossière du problème pour ensuite raffiner de plus en plus. Donc, par exemple, pour l'espace de recherche, on peut partir sur un petit nombre de waiting locations que l'on permet au véhicule de visiter. Donc, on va choisir entre ces waiting locations pour construire des routes préventives. Et ensuite, on va augmenter le nombre, l'ensemble de waiting locations disponibles jusqu'à finalement considérer toutes les waiting locations disponibles. Et à chaque fois, on optimise sur base de la meilleure solution obtenue précédemment. Puis la fonction objectif aussi peut être approximée, hein, par exemple en jouant sur le facteur qui pèse le plus sur le calcul, ici à savoir la discrétisation de l'horizon de temps. Par exemple en commençant avec des unités de temps qui valent 4-5 minutes et puis
et puis aller de plus en plus précisément avec des unités de temps qui valent 1 minute ou moins. Bref, cette approche heuristique, ça nous permet, en fait, même méta-heuristique, parce qu'on a aussi du simulated annealing derrière, ça nous permet d'attaquer des problèmes de taille réaliste. Donc voici le case studies concernant la gestion des tournées préventives des unités de police à Bruxelles. Donc la police nous a mis des données très sympas à disposition. Bon, on voit par exemple qu'au milieu de la nuit, on va avoir beaucoup de requêtes pour le centre-ville. Et puis ensuite, pendant l'heure de pointe, il va y avoir pas mal d'incidents de la route le long d'un tronçon très important. Et puis enfin, en fin de matinée, c'est assez diffus. Alors, il y a eu évidemment un travail très important de pré-traitement des données, hein, prendre un cas réel avec des données réelles dans un format réel comme on l'imagine, et le modéliser en un problème de tournée de véhicule comme on aime bien, c'est pas trivial du tout. Bon, tout est expliqué dans la thèse. Ce qui est important, c'est que vous notiez le point suivant, c'est que ici, le problème n'est plus de minimiser l'espérance du nombre de requêtes rejetées. En effet, on ne peut plus rejeter une requête, c'est-à-dire que si on ne peut pas envoyer la police quelque part, il n'y a personne derrière pour nous aider, hein. Donc, au lieu de minimiser un coût en garantissant une qualité de service, on va maintenant maximiser la qualité de service. Et en d'autres termes, ça veut dire qu'on va minimiser l'espérance du délai d'intervention moyen sur une requête. Alors, comme on s'était déjà donné beaucoup de mal à calculer nos probabilités sur la recours stratégie pour l'autre problème, on montre ici comment on peut réutiliser une grosse partie de ces calculs, cette fois pour calculer l'espérance du délai d'intervention sur une requête. Alors, pour évaluer les performances de nos algorithmes, on les compare à une approche basique, qui est en fait notre baseline. Alors, cette approche basique, elle est assez naturelle. Elle consiste simplement, lorsqu'une requête apparaît, à y envoyer le véhicule qui peut être sur place le plus rapidement possible, tout simplement. Alors, une fois qu'un véhicule a terminé ce qu'il fait à un certain endroit, et s'il n'a rien d'autre à faire, il va tout simplement attendre bêtement là, hein. Donc, il va pas être relocalisé, il n'y a pas de relocalisation des véhicules, il n'y a en fait aucune anticipation. On n'utilise pas en fait les distributions de probabilité ni rien dans ce cas-là. Donc, on ne fait que réagir à ce qui se passe. C'est somme toute assez naturel comme approche, et notez au passage que cette approche basique, elle nécessite néanmoins un tracking actif des véhicules, hein, ce qui n'était pas le cas avec notre stratégie. Bon, alors du coup, en comparant pas mal de versions différentes de notre algorithme de recherche, on se rend compte qu'on peut diminuer le délai d'intervention moyen de près de 40% par rapport à l'approche basique, c'est-à-dire en utilisant en fait, les données historiques récoltées, transformées en probabilité, grâce à notre modèle. Alors, un autre aspect assez important de la réalité de terrain, c'est le fait que les temps de trajet varient fortement en ville, hein. C'est l'aspect Time Dependent Travel Time. Donc, par exemple, si j'interroge Google Maps sur le temps de trajet entre deux points en fonction de l'heure de départ, ça va varier fortement finalement en suivant les heures de pointe. Et plus le trajet est long, plus la variation va être importante. Pour un tout petit trajet, par contre, on voit que le time dependent n'influence quasiment rien. Bien, alors on a montré comment adapter nos équations pour prendre ça en compte. Et les résultats obtenus sont assez intéressants. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on compare les décisions qui sont prises avec et sans tenir compte du time dependent, eh bien, on observe aucune différence notable. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des décisions bien meilleures lorsque l'on tient compte du time dependent au moment de prendre les décisions? Alors, rappelez-vous que dans notre problème, l'objectif était de minimiser le délai d'intervention moyen, ce qui, indirectement, minimise la longueur moyenne du trajet à effectuer pour se rendre sur un lieu d'intervention. Et donc, puisque l'influence du time dependent diminue avec la longueur du trajet, et ben, finalement, en minimisant le délai d'intervention moyen, on en revient à minimiser l'influence du time dependent indirectement. Et donc, on observe que dans ce cas-ci, ça ne sert à rien de prendre en compte le time dependent. Alors, bien entendu, la conclusion aurait été probablement tout autre dans notre premier problème, où on avait des time windows stricts. Bon, alors, ces résultats, depuis, ils ont été publiés, hein. On passe maintenant à la partie VRP dynamique et stochastique de ma thèse, donc lorsqu'on prend des décisions online. C'est-à-dire que maintenant, on suppose que les routes des véhicules peuvent être réoptimisées à la volée sans se limiter à ce schéma prédéfini qu'est la recours stratégie. Alors, on peut formuler le problème de réoptimisation optimale comme un multi-stage stochastic programme.
ce qui, bien entendu, est impossible à résoudre en pratique. Et donc, ça va juste rester une formulation pour le plaisir de formuler des choses en maths. Alors, en pratique, au lieu de résoudre ce problème-là, on va utiliser un algorithme heuristique que j'ai présenté dans ma thèse. L'idée est assez simple, en fait. Donc, on fait une recherche locale et on évalue chaque solution sur base d'une poule de scénarios Monte Carlo samplée afin de mesurer le délai d'intervention moyen. Alors, c'est très différent d'une approche très connue qui, elle, consiste à prendre en compte des décisions, enfin, prendre des décisions dynamiquement, mais basée sur un système de consensus effectué sur base d'une poule de solutions où chaque solution répond à un scénario bien défini. Dans ce cas-ci, contrairement à notre méthode, les contraintes de non-anticipation dont je vous ai parlé tout au début ne sont pas respectées. Bref, revenons à notre méthode qu'on aime mieux, bien entendu, et je vous rassure, j'ai très bientôt fini. On se demande, du coup, pourquoi se satisfaire d'une poule de scénarios qui ont été échantillonnés, là où finalement on a montré qu'en se basant sur une recours-stratégie, on peut calculer l'espérance de façon exacte sur l'ensemble de tous les scénarios théoriquement possibles, et non pas sur un sous-ensemble simplé. Alors, bien que l'espérance calculée ne soit pas celle du coût optimal, elle a néanmoins la garantie théorique d'être une borne supérieure sur le coût optimal. On a donc essayé de combiner notre recours-stratégie avec notre algo heuristique afin d'obtenir un nouvel algo de prise de décision. Et, attention, eh bien, ça ne marche pas très bien. Donc, si on compare nos algorithmes de prise de décision online, c'est-à-dire celui basé sur le Monte Carlo sampling, avec celui basé sur la recours-stratégie, on remarque une nette supériorité du sampling en termes de résultats moyens. Ceci dit, si on compare la régularité des résultats obtenus, en effet, on va préférer en fait éviter un système de prise de décision qui fait du bon boulot la plupart du temps, mais qui recommande un peu n'importe quoi un jour par semaine, par exemple. Donc, en mesurant par exemple les déviations standards sur nos résultats, eh bien, on observe que l'algo basé sur la recours-stratégie se révèle plus stable, plus régulier dans ses performances. Et ça, c'est certainement dû au fait que l'évaluation de l'espérance de coût vient avec une garantie théorique, garantie que l'on n'avait pas en évaluant avec du Monte Carlo sampling. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie encore une fois. Et je vous laisse me poser autant de questions que vous voudrez. Merci bien pour la présentation. On va passer la parole à Olivier Péton qui a dû préparer quelques questions. Préparé, non, mais en live, j'en ai quelques-unes qui me viennent. Merci beaucoup pour cette présentation. Le début de présentation m'a beaucoup rappelé un problème qui n'est pas beaucoup évoqué dans la thèse et qui est le problème du positionnement ou du repositionnement de véhicules pour répondre à des urgences, notamment des urgences médicales ou police. Est-ce que ambulance redeployment, oui. Il y a beaucoup de points communs avec ce problème-là. Est-ce que vous vous êtes inspiré de cette littérature ou absolument pas? Non, malheureusement, j'ai dû me limiter à une partie de la littérature qui est déjà assez bien fournie en logistique et effectivement, je n'ai pas été voir là. Après, là, dernièrement, on s'y est un petit peu intéressé justement, mais c'est après ma thèse, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que le ambulance redeployment, problème ou quoi, là, on est un peu à mi-chemin entre les problèmes que j'aborde et les problèmes par exemple, de redéploiement pour le bike sharing ou ce genre de choses en fait. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps d'explorer ce pan-là de la littérature de la logistique. Mais bon, c'est intéressant de voir une approche complètement dissociée de traiter des applications qui au final reviennent à la même chose. Au final, ça revient au même problème. C'est juste qu'on a tous un peu notre boîte à outils différente et nos méthodes préférées, quoi. Et est-ce que vous avez étudié l'impact du nombre de véhicules sur la qualité des solutions? Oui, en effet. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que au plus... Donc, je parle toujours de gains par rapport à la baseline. Donc, en fait, parce que j'aime bien comparer à la baseline parce que, en fait, ce qu'on obtient, c'est le gain moyen à prendre en compte les distributions de probabilité et le gain, donc, au fait, qu'on a utilisé un modèle qui essaye de prendre des décisions préventives, quoi, d'anticiper des choses. Et ce qu'on observe, c'est que plus on augmente le nombre de véhicules, plus le gain augmente. C'est-à-dire que, par exemple, intuitivement, si vous n'avez qu'un seul véhicule et que vos distributions de probabilité sont réparties de manière un peu homogène sur la carte, que vous le fassiez attendre n'importe où sur la carte, ça ne change rien.
À partir du moment où vous avez 5 véhicules, si vous les envoyez tous au même endroit attendre, bah, c'est un peu débile. Du coup, au plus le problème est complexe, au plus il va falloir en fait, prendre des décisions intelligentes pour essayer d'anticiper, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, ouais. On se rend compte que plus le problème est compliqué, plus on a du gain. De même, plus la garantie de service est grande, donc plus les time windows vont être courtes pour servir les gens, donc plus on va être dans un contexte opérationnel où on est dans l'urgence, au plus on va avoir du gain à utiliser notre modèle. Bon, par contre, si on a 3 heures, enfin, je veux dire, notre modèle, il va servir à rien pour faire de la livraison de paquets UPS, du same day delivery, on est bien d'accord. C'est pour des interventions urgentes. J'ai une question sur l'algorithme PFS qui, semble-t-il, donc a été introduit dans cette thèse. Est-ce qu'il peut avoir d'autres applications pratiques pour ce problème-là, et notamment pour les problèmes dynamiques? Est-ce que c'est possible de l'étendre ou absolument pas? Oui, bon après, pour vous répondre, la manière plus simple pour moi de vous répondre, c'est chercher les problèmes en dehors du domaine de la logistique, mais qui ressemblent très fortement à mon problème. On peut imaginer répartition donc dans un gros réseau, par exemple, il y a des routeurs qui vont être sélectionnés pour traiter des requêtes. En fait, les gens qui travaillent sur les algos qui maintiennent dynamiquement en fait, la structure des réseaux qui change un peu tout le temps au cours du temps, eh ben, ils se demandent toujours quels sont les routeurs, enfin, quel est le sous-ensemble de routeurs optimal à chaque moment qui vont servir de master en fait. Et donc ça, on peut voir ça comme les waiting locations, à partir desquels vont être servies des requêtes. On peut voir ça, ce problème de sélectionner ces waiting locations et de les ordonnancer, un peu comme un problème de sélectionner des routeurs dans un gros réseau. Après, cette approche de travailler sur les problèmes de manière plus générale, en abordant d'abord une description plus grossière du problème, et ensuite raffiner petit à petit, ben oui, ça, je pense qu'on peut l'appliquer à énormément de choses, hein. De problème, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, là, je travaille actuellement sur un problème d'optimisation de traitement en protonthérapie. Enfin, c'est pareil, on a un scan en 3D du patient avec des voxels, donc des pixels en 3D. Ben, on commence avec des voxels qui font peut-être 10 cm3, et puis on calcule une solution là-dessus, et ensuite on passe à des voxels de 5 cm3, pardon, 10 mm, 5 mm, 1 mm, et on essaye de faire les choses graduellement comme ça, parce que enfin, le problème est tellement grand et c'est tellement impossible en fait à l'algo de s'en sortir si on lui donne pas, si on lui prémâche pas un peu le travail au début, que sinon ça marche pas, quoi. J'ai une question sur autre chose que la présentation. Donc, dans votre thèse, il y a deux annexes qui sont plus que des annexes parce que ce sont carrément des études complètes sur Lié, ouais. Resource Management on Mars et Simulation Optimization Framework for City Logistics. Ouais. C'est des travaux qui ont été faits dans quel contexte? Est-ce que vous pouvez en dire deux mots pour Ouais, bien sûr. donner de la valeur à la présentation? Alors bon, la deuxième étude dont vous parlez, celle sur la logistique, c'est peut-être la moins intéressante. Bon après, là j'ai rencontré un chercheur pendant une conférence Stochastic Programming, et c'est un travail qu'on a fait. J'ai été travailler chez lui pendant un mois, et on a travaillé là-dessus avec un de ses doctorants pendant que j'étais doctorant, et on a fait ça. Bon. Je vous avouerai que c'est pas ma publication préférée, même si c'est celle qui a l'air de plaire le plus aux citations. Pour moi, c'est un peu une coquille vide, hein, soit dit en passant. Par contre, la gestion des opérations robustes sur Mars, ça, c'est un projet qui m'a vraiment tenu à cœur. C'est-à-dire que, indépendamment de ma thèse, pendant mon doctorat, j'ai postulé pour faire partie d'une équipe qui a effectué une mission de simulation sur Mars, entre guillemets, mais en fait dans une station de recherche qui appartient à la Mars Society dans le désert de l'Utah. Et eh bien, une des conditions pour pouvoir participer à ça, c'est de l'inscrire dans le cadre de ma thèse. Donc il fallait que je détourne légèrement ma thèse. Et je me suis évidemment rendu compte assez rapidement que sur place, il y avait moyen de faire de la gestion des opérations, donc un genre de job shop scheduling ou multi-job shop scheduling, et que pour utiliser mes algorithmes et toute ma toolbox que j'ai développée pendant ma thèse qui sert à faire du VRP, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'étendre et faire du scheduling. Ce que j'ai fait, et donc j'ai considéré le scheduling sous incertitude, mais incertitude temporelle, lorsque la durée des tâches varie.
de façon à finalement proposer un algorithme qui fait du scheduling en optimisant non pas un coût ou un max-span, mais du multi-objectif où l'objectif principal, c'est la probabilité de respecter toutes les contraintes. Et les objectifs suivants, ça va être un objectif qualitatif du style max-span ou quoi. Et ça allié à cette étude de cas très intéressante sur Mars, entre guillemets, bah, ça a permis de faire une chouette étude que j'ai pu publier. Et actuellement, je travaille toujours dans ce domaine-là parce que ça, du coup, ça a mené à un projet de spin-off universitaire. Et là, je suis financé pour développer une start-up académique, en fait, qui propose un produit, un logiciel de scheduling sous incertitude pour faire de la gestion, management robuste, mais cette fois-ci basé sur des équations probabilistes et des trucs solides, quoi, pour remplacer les systèmes D qu'on a utilisés jusqu'à présent, de chemin critique, etc. Ça, c'était avant qu'on ait des modèles mathématiques et puis surtout des laptops qui sont capables de faire des prouesses. Merci beaucoup. J'en ai terminé avec mes questions. Merci à vous. Olivier. Moi, J'ai vu pas mal de vos articles, soit en passant, mais bref, merci. Ouais, moi, j'ai une petite question un peu complémentaire à une question qu'avait posée Olivier précédemment. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à saturation dans un cas concret? C'est-à-dire s'il y a trop de requêtes, est-ce que vous savez évaluer ça ou tirer une sonnette d'alarme ou anticiper ou... Oui, bon, en fait, typiquement, ce qui va se passer, par exemple, dans le cadre de la recours-stratégie, c'est que les requêtes qui apparaîtraient... En fait, s'il y a trop de requêtes qui... Donc, ce qui se passe dans la recours-stratégie, c'est que le véhicule, il garantit d'arriver à l'heure où il est censé rallier la nouvelle waiting location. Donc, si on lui dit, tu vas attendre à 13 heures à tel endroit, tu attends là pendant 2 heures et tu fais le taf de là. Et ensuite, quoi qu'il arrive, tu dois être rendu pour 16 heures à la prochaine waiting location. Il va servir toutes les requêtes qui arrivent là tant qu'il a le temps de le faire. Et ensuite, quoi qu'il arrive, il ne va pas accepter une requête si ça l'empêche d'être à 16 heures à la prochaine waiting location. D'accord. Donc après, bon voilà, s'il y a trop de requêtes par rapport au nombre de véhicules, ben, on va voir tout simplement l'espérance du nombre de requêtes rejetées qui s'envole, quoi. Mais pour simplifier les calculs, mais aussi ça répondait à certains cas particuliers, en fait, assez concrets qui m'a été exposé par les gens du secteur. C'était intéressant de pouvoir garantir l'heure à laquelle on arrive à chaque waiting location. Par exemple, j'ai travaillé, si vous me permettez encore 2 minutes. 1 minute. Ouais. Par exemple, j'ai travaillé un moment avec une entreprise qui faisait du gardiennage. Et eux, cette modélisation-là de waiting location et de customer region, bah, c'est exactement, ça correspondait exactement à leur problème. Parce que, en fait, cette équipe de gardiennage, donc cette entreprise, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont des clients qui sont des professionnels et des clients qui sont des privés. Alors, les clients professionnels, ils doivent aller faire du gardiennage sur des sites, par exemple des grands magasins ou des trucs comme ça. Et eux, ce qu'ils vendent dans leur contrat, c'est ils promettent que sur la nuit, ils vont passer au moins 2 heures à rôder dans à les vérifier dans le grand magasin, par exemple. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des alarmes pour les particuliers qui sonnent. Et quand une alarme sonne, eh bien, ils redirigent des gardiens qui sont en train en fait d'attendre et de surveiller un site clé d'un professionnel. Et de là, le gardien, il part de là et il va vite voir, ah, c'est un chat chez le particulier et il revient. Et donc là, on a réellement l'intérêt d'avoir ces waiting locations qui sont fixées et avec un planning où on s'y rend, quoi. Ok.